Une femme millionnaire a jeté un chiot aveugle d'un pont sans hésiter. Quand une pêcheuse l'a sauvé, personne n'imaginait les révélations à venir. Des sœurs inconnues unies par le destin, des traditions menacées et un animal qui cache un don extraordinaire. Une histoire de seconde chance et de rédemption qui a transformé une communauté entière. Préparez-vous à un voyage émouvant qui touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et dites en commentaire d'où vous regardez. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon de la baie des Coquillages, colorant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans les eaux cristallines. Une douce brise balançait les feuilles des cocotiers, tandis que les vagues se brisaient rythmiquement contre les récifs. Au loin, le pont qui reliait le continent à la petite île se détachait comme une cicatrice moderne dans le paysage naturel. C'est sur cette structure qu'une voiture de luxe argentée s'est arrêtée brusquement, le rugissement du moteur cessant soudainement. De l'intérieur du véhicule est apparue une femme. Le raffinement de ses vêtements contrastait avec la rudesse du vent marin qui ébouriffait maintenant ses cheveux parfaitement coiffés. Dans ses bras tremblants, un petit chien s'agitait faiblement. Les yeux de l'animal, couverts d'un film blanchâtre, dénonçaient sa cécité. Il n'y avait ni curiosité ni peur dans ce regard trouble, seulement de la résignation. La femme marcha jusqu'au point le plus haut du pont, ses talons fins résonnant sur le béton. Pendant un instant, elle hésita. Ses yeux, contrairement à ceux de l'animal, étaient parfaitement lucides, calculateurs. Elle vérifia rapidement qu'il n'y avait pas de témoin. Le soleil s'enfonçait de plus en plus dans la mer, comme s'il ne voulait pas être témoin de ce qui allait se passer. Sans plus attendre, la femme ouvrit simplement les bras. Le petit corps du chien traça une courbe parfaite dans l'air avant de s'écraser à la surface de l'eau. Un gémissement aigu déchira le silence, résonnant sur les falaises comme si la nature elle-même criait en protestation. L'écho de ce son resta dans l'air, tandis que la femme s'éloignait déjà rapidement dans sa voiture reluisante, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière et le son agonisant qui se dissipait. Ce qu'elle ne remarqua pas, cependant, c'est le petit bateau de pêche qui naviguait silencieusement près du pont. À la rame se trouvait une jeune femme, à la peau bronzée par le soleil et aux mains calleuses à force de travailler. La pêcheuse avait tout vu. Sans réfléchir, elle jeta les rames de côté et plongea dans les eaux froides de la mer. Ses bras fendaient l'eau avec la précision de quelqu'un qui est né au bord de l'océan. En quelques secondes, elle atteignit le petit animal qui se débattait faiblement, ses pattes aveugles cherchant désespérément quelque chose de solide. Avec douceur, la pêcheuse souleva le chien contre sa poitrine et nagea vers son bateau. La respiration haletante de l'animal se mêlait au bruit des vagues et à la respiration accélérée de la femme elle-même. « Tout va bien maintenant, petit », murmura-t-elle, en enveloppant le chien dans une couverture rêche qu'elle gardait dans le bateau. « Tu es en sécurité. » Anne était le nom de la pêcheuse, connue à baie des Coquillages pour sa détermination inébranlable et pour un sens de la justice qui la mettait souvent en conflit avec les autorités locales. Beaucoup admiraient son courage, d'autres la considéraient comme trop têtue. Quelles que soient dans les opinions, tous reconnaissaient sa générosité démesurée. Il était courant de la voir partager une partie de sa pêche avec les familles les plus nécessiteuses ou aider les personnes âgées à porter leurs courses dans la rue en pente raide qui menait au centre-ville. Bien qu'elle vive là depuis près de 10 ans, Anne portait encore le poids d'être considérée comme une étrangère. À baie des Coquillages, où les familles traditionnelles se connaissaient depuis des générations, 10 ans n'était qu'un clin d'œil. Ce sentiment de non-appartenance était une blessure silencieuse qu'Anne cachait derrière son sourire facile et son travail acharné. Maintenant, ramant rapidement vers le quai avec le petit chien tremblant sur ses genoux, Anne sentait que quelque chose d'important avait été mis sur son chemin. Elle n'était pas superstitieuse comme beaucoup d'anciens habitants qui croyaient que la mer avait sa propre volonté et envoyait des signes à travers les marées et les tempêtes. Mais à ce moment-là, en regardant le petit animal démuni, elle ne put s'empêcher de penser que peut-être l'océan avait vraiment placé cette créature dans sa vie pour une raison. En arrivant au quai, elle ne perdit pas de temps. Elle enveloppa le chien dans la couverture et courut sur le sable de la plage en direction de la seule clinique vétérinaire de la petite ville. L'établissement était modeste, comme pratiquement tout à baie des Coquillages. Mais le docteur, Paul, avait la réputation d'être un excellent professionnel, malgré des ressources limitées.
La cloche de la porte tinta lorsqu'Anne entra essoufflée dans la clinique. Le docteur Paul, un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et aux yeux doux, derrière des lunettes à monture fine, leva les yeux de ses papiers. « Anne, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, se levant déjà en remarquant le paquet dans ses bras. « Quelqu'un a jeté ce chien du pont, docteur. J'ai tout vu. S'il vous plaît, aidez-le, » implora Anne, en posant délicatement l'animal sur la table d'examen. Le vétérinaire fronça les sourcils, une expression d'incrédulité rapidement remplacée par de l'indignation. Il examina le chien avec soin, vérifiant ses signes vitaux, palpant son petit corps à la recherche de fractures. Il est en hypothermie, mais il ne semble pas avoir de fracture grave. « C'est un miracle compte tenu de la hauteur de la chute », commenta le médecin, en séchant l'animal avec une serviette douce. C'est lors de cet examen initial que le docteur Paul fit une découverte intéressante. En passant un petit appareil sur le corps du chien, le dispositif émit un bip aigu. « Il a une micropuce », annonça le vétérinaire surpris. « Nous allons vérifier à qui il appartient. » Après quelques minutes sur l'ordinateur, le docteur Paul laissa échapper un léger sifflement d'admiration. « Anne, ce n'est pas un chien ordinaire. C'est un Canis ludens maritimus, une race extrêmement rare. Il y a moins de 300 spécimens répertoriés dans le monde entier. » Le visage de la pêcheuse montra de la confusion. « Et ça veut dire ? Ça veut dire que ce chiot vaut plus que mon cabinet et tout l'équipement réunis, » expliqua le vétérinaire en ajustant ses lunettes. « Mais il y a plus. Selon les registres, il appartient à Caroline de Vasconcelles. » Le nom tomba comme un couperet dans le silence de la pièce. Caroline de Vasconcelles était l'héritière de l'empire hôtelier Vasconcelles, connue dans tout le pays. Ces derniers mois, sa présence était devenue constante à Baie des Coquillages, toujours accompagnée d'avocats et d'ingénieurs qui effectuaient des mesures et des études dans la zone de préservation environnementale proche de la plage. Justement là où Anne et d'autres familles traditionnelles pêchaient depuis des générations. « C'était elle », murmura Anne, sentant le sang bouillonner dans ses veines. « C'est elle qui l'a jeté du pont. Je l'ai vue, même de loin. » Le docteur Paul parut sceptique. « Anne, c'est une accusation très grave. La famille Vasconcelles a beaucoup de pouvoir et d'influence. » La pêcheuse releva le menton, déterminée. « Je sais ce que j'ai vu, docteur, et je ne me tairai pas. » Tandis que le vétérinaire continuait de soigner le chien, lui administrant maintenant du sérum et des médicaments pour le stabiliser, il raconta à Anne une autre curiosité sur cette race spécifique. « Saviez-vous que les anciens habitants des régions côtières croyaient que ces chiens portaient chance et prospérité ? Il existe des légendes qui disent qu'ils étaient des cadeaux de la mer aux pêcheurs les plus valeureux. » Anne sourit, caressant doucement la tête de l'animal qui dormait maintenant, sédaté. Les vieilles dames de la ville vont adorer cette histoire. Dans les jours qui suivirent, le chiot qu'Anne baptisa Marin devint le centre de l'attention dans la petite ville. La pêcheuse, qui avait un profil modeste sur les réseaux sociaux locaux, partagea l'histoire du sauvetage, omettant soigneusement l'identité de celui qui avait abandonné l'animal. Les photos du petit chien aveugle, avec ses yeux troubles et son expression douce, conquirent rapidement le cœur des habitants. Comme prévu, les personnes âgées de la communauté furent les premières à réagir. Mère Conception, une matriarche, respectée qui, à 92 ans, maintenait encore vivantes de nombreuses traditions locales, apparut à la porte de la maison d'Anne portant un petit paquet d'herbes. « Ma fille, j'ai entendu parler du petit chien que la mère t'a envoyé, » dit la vieille dame, entrant sans cérémonie dans la maison simple de la pêcheuse. « J'ai apporté quelques herbes marines pour faire une tisane. Ça fortifie la vue. Tu sais, ma grand-mère l'utilisait déjà pour les chiens de pêcheurs. Bien qu'Anne ait eu des doutes quant à l'efficacité médicinale des herbes, elle n'eut pas le courage de refuser la gentillesse de la vieille dame. Bientôt, d'autres femmes âgées commencèrent à apparaître, apportant des amulettes faites de coquillages, de petits sacs avec des mélanges d'herbes et même des aliments spéciaux qui, selon elle, étaient bénis par la mère. Marin, malgré sa cécité, s'adapta rapidement à sa nouvelle maison. Anne réalisa que, bien qu'il ne puisse pas voir, ses autres sens étaient extraordinairement aiguisés. Il apprit le chemin dans la petite maison en seulement 2 jours et semblait reconnaître la présence d'Anne au son de ses pas avant même qu'elle n'ouvre la porte. Pendant ce temps,
Dans sa luxueuse suite au dernier étage du seul hôtel de luxe de la région, Caroline de Vasconcelles feuilletait nerveusement les réseaux sociaux sur sa tablette. Les photos du chien qu'elle avait abandonné étaient là partout, partagées par presque tous les habitants de Baie des Coquillages. Le journal local avait fait un reportage émouvant sur le sauvetage, célébrant le courage de la pêcheuse Anne, déjà connue pour sa générosité. Caroline grinça des dents. Cela pouvait tout gâcher. Son projet de construction d'un complexe de luxe dans la zone de préservation environnementale se heurtait déjà à la résistance de la communauté de pêcheurs. Si l'on découvrait qu'elle avait abandonné un animal sans défense, son image serait irrémédiablement ternie. Sans hésiter, elle passa un appel. « J'ai besoin que vous retrouviez un chien », ordonna-t-elle à l'enquêteur privé qu'elle avait sur sa feuille de paie. « Et j'ai besoin de savoir qui est cette pêcheuse. Découvrez tout sur elle. » Les jours se transformèrent en semaines, et Marin devint une véritable célébrité locale. Les visites des vieilles dames avec leurs croyances et traditions devinrent si fréquentes qu'Anne décida de fixer un jour précis pour les recevoir. Le jeudi, sa petite maison se remplissait de dames qui apportèrent des histoires, des superstitions et, inévitablement, de délicieuses friandises pour le chien béni. C'est lors d'une de ces réunions que Mère Conception, entre deux gorgées, de tisane aux herbes marines, fit une remarque sur la fête qui approchait. « La fête du printemps arrive, ma fille. Tu vas emmener le petit Marin à la bénédiction des bateaux, n'est-ce pas ?» Anne hésita. La fête du printemps était l'une des plus anciennes traditions de Baie des Coquillages. Les pêcheurs décoraient leurs bateaux de fleurs, de coquillages et de rubans colorés, et naviguaient en procession le long de la côte, offrant des cadeaux à la mer, généralement des fruits et de petits objets artisanaux, en remerciement de l'abondance et en demandant protection pour les mois suivants. Bien qu'Anne ait participé à la fête depuis son arrivée dans la ville, elle ne s'était jamais sentie complètement partie prenante. « Je ne sais pas, Mère Conception, les organisateurs de la fête sont très traditionnels. Je ne sais pas s'ils approuveraient la présence de Marin. » La vieille dame secoua la tête, son visage ridé se crispant dans une expression de désapprobation. « Non-sens, ce chien était un cadeau de la mer. Nier sa présence à la fête serait manquer de respect aux dons que nous avons reçus. » Les autres dames âgées acquiescèrent avec force et Anne finit par céder. Elle promit d'emmener Marin à la fête, sans imaginer que ce serait le décor du prochain grand événement de sa vie. Le jour de la fête du printemps se leva avec un ciel d'un bleu impeccable. La plage était remplie de bateaux décorés de fleurs fraîches, de rubans colorés et de petites sculptures en bois représentant des créatures marines. L'arôme des fleurs se mêlait à l'odeur caractéristique de la mer, créant un parfum unique que l'on ne pouvait trouver qu'ici, en ce jour précis de l'année. Anne avait décoré son modeste bateau avec un soin particulier, incorporant de petites pattes de chien en bois parmi les décorations traditionnelles. Un hommage discret à Marin, qui reposait maintenant confortablement dans un petit lit improvisé sur l'embarcation. Ce qu'Anne ignorait, c'est que cette année, la fête avait un sponsor spécial. Caroline de Vasconcelles avait fait un don généreux pour l'événement, assurant non seulement une visibilité à son entreprise, mais aussi une place d'honneur à la tribune des autorités. C'était une stratégie calculée pour améliorer son image auprès de la communauté, surtout après les rumeurs croissantes concernant ses projets pour la zone de préservation. La procession des bateaux commença à midi, lorsque le soleil était haut dans le ciel. Un à un, les bateaux décorés quittèrent le quai, formant une ligne colorée qui serpentait le long de la côte. Des musiciens locaux sur une embarcation plus grande jouaient des chansons traditionnelles, tandis que les pêcheurs chantaient d'anciennes mélodies transmises de génération en génération. Lorsque vint le tour du bateau d'Anne de rejoindre la procession, quelque chose d'inattendu se produisit. Marin, qui était resté tranquillement couché jusqu'alors, se redressa soudainement, les oreilles attentives. Il se mit à aboyer frénétiquement en direction de la tribune des autorités. Anne essaya de le calmer, intriguée par sa réaction. Le chien ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. C'est alors qu'elle remarqua Caroline de Vasconcelles, parmi les autorités, ses yeux fixés sur le petit chien, une expression de choc à peine dissimulée sur son visage parfaitement maquillé.
Ce moment-là, comme si la mère voulait révéler ses secrets, Anne comprit. Le comportement de Marin confirmait ses soupçons. Il avait reconnu la voix ou l'odeur de son ancienne maîtresse. La femme qui l'avait jeté du pont se trouvait à quelques mètres de là, l'observant avec des yeux écarquillés. La procession continua, mais un nouveau plan commençait à se former dans l'esprit d'Anne. Elle devait confronter Caroline, non seulement pour Marin, mais pour toute la communauté menacée par les projets de l'entrepreneuse. À la fin de la fête, lorsque les bateaux retournèrent au quai et que les gens se rassemblèrent pour la fête traditionnelle sur la plage, Anne vit Caroline essayer de s'éloigner discrètement. Sans hésiter, elle prit Marin dans ses bras et se dirigea vers elle. « Madame de Vasconcelles », appela Anne, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Je crois que vous et Marin vous connaissez déjà. » Caroline se tourna lentement, son visage un masque d'indifférence étudié. « Je suis désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle froidement. « C'est curieux, parce que Marin semble très bien connaître votre voix, » continua Anne, remarquant comment le chien réagissait, tournant la tête en direction de la femme. « Peut-être devrions-nous interroger le docteur Paul sur la micropuce qu'il a trouvée, celle qui identifie ce chien comme étant la propriété de Caroline de Vasconcelles ?» La couleur disparut du visage de l'entrepreneuse. Pendant un instant, elle parut sincèrement ébranlée, avant de reprendre son sang-froid. « Si vous insinuez que c'est mon chien, vous avez raison, et je le veux en retour, immédiatement. » Le ton impératif attira l'attention des personnes alentour. Bientôt, une petite foule se forma, observant la confrontation entre la riche entrepreneuse et la pêcheuse locale. « Vous l'avez jeté du pont », accusa Anne, sa voix tremblant légèrement d'indignation. « J'ai vu. Comment pouvez-vous vouloir récupérer un animal que vous avez essayé de tuer ?» Caroline regarda autour d'elle, consciente des expressions de choc et de désapprobation qui commençaient à apparaître sur les visages des observateurs. « C'est absurde. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Mon chien a disparu il y a quelques semaines, et je suis soulagée de le retrouver. »« Disparu de votre voiture sur le pont ?» demanda Anne avec sarcasme. « Tombant directement à la mer ?» La tension était palpable. Certains habitants murmuraient entre eux, regardant Caroline avec suspicion. D'autres, principalement ceux qui dépendèrent du tourisme pour survivre, semblaient hésitants à prendre parti contre une figure aussi puissante. C'est Mère Conception qui interrompit l'impasse. La vieille dame s'avança au centre du cercle qui s'était formé, ses pas lents mais décidés. Elle s'arrêta entre les deux femmes et regarda directement Caroline. « Ce chien était un cadeau de la mère pour notre Anne, » déclara-t-elle, sa voix tremblante mais forte. « Et la mère ne donne jamais sans raison, ni ne prend sans but. S'il était avec vous et qu'il est maintenant avec Anne, il y a une raison plus grande que nous ne comprenons pas encore. » Des murmures d'approbation surgirent parmi les plus âgés. Les croyances et superstitions locales étaient fortes à baie des coquillages, surtout liées à la mère qui dictait le rythme de leur vie. Caroline réalisa qu'elle était en train de perdre cette bataille. Avec un soupir contrôlé, elle redressa les épaules. « Nous allons régler ça légalement. J'ai des documents qui prouvent que ce chien m'appartient. On se reverra au tribunal. » Sur ces mots, elle s'éloigna rapidement, laissant Anne avec Marin dans ses bras et un sentiment mitigé de triomphe et d'appréhension. La pêcheuse savait qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour affronter une bataille juridique contre quelqu'un comme Caroline de Vasconcelles. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement livrer Marin. Dans les jours qui suivirent, la confrontation à la fête devint le principal sujet de conversation dans la petite ville. Les opinions étaient partagées, mais la majorité soutenait Anne. Le docteur Paul, inquiet de la situation, suggéra de faire quelques examens supplémentaires à Marin avant qu'une décision légale ne soit prise. « Je veux mieux comprendre son état », expliqua le vétérinaire. « Il y a quelque chose dans les examens précédents qui m'intrigue. » Au cours de cette nouvelle série d'examens, le docteur Paul fit une découverte surprenante. Marin ne souffrait d'aucune maladie terminale ou contagieuse, comme le suggérait son dossier médical précédent signé par un vétérinaire de la capitale. En fait, ces examens indiquaient que, malgré sa cécité, il était exceptionnellement sain. « Ça n'a pas de sens », murmura le médecin en comparant les résultats avec le dossier médical que Caroline avait envoyé dans le cadre de sa demande. «
de restitution légale. Selon ces documents, Marin devrait souffrir d'une maladie dégénérative rare, potentiellement contagieuse pour les humains. Anne fronça les sourcils. « Vous êtes en train de me dire que quelqu'un a falsifié son diagnostic ?» « Il semble que oui, » confirma le docteur Paul, une expression grave sur son visage. « Et il y a plus. Pendant les examens, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Regardez ça. » Le vétérinaire montra à Anne une vidéo qu'il avait enregistrée pendant les tests. Dans la vidéo, Marin était apparemment calme quand, soudain, il commença à s'agiter, à aboyer et à courir en cercle. Cela s'est produit environ 2 heures avant un changement climatique soudain qui a apporté des vents violents et de la pluie. J'ai pensé que ça pouvait être une coïncidence, alors j'ai commencé à le surveiller. Au cours des 3 derniers jours, il a manifesté le même comportement agité environ 1 à 3 heures avant des changements significatifs de temps ou de pression atmosphérique. Anne regarda Marin avec une admiration renouvelée. « Il arrive à prévoir les changements de temps ?»« Pas seulement ça, » répondit le vétérinaire, enthousiaste. « Je crois qu'il peut sentir les changements de pression de l'eau et le comportement des vagues. C'est une capacité extraordinaire, Anne. Il pourrait sauver des vies en alertant sur les vagues de tempête ou les tempêtes avant que les instruments conventionnels ne puissent les détecter. » La découverte donna à Anne une nouvelle perspective sur l'affaire. Il ne s'agissait pas seulement de tenir Marin éloigné de quelqu'un qui l'avait maltraité, il s'agissait d'utiliser sa capacité spéciale pour le bien de la communauté. L'occasion de prouver la valeur de Marin se présenta plus tôt qu'Anne ne l'espérait. Une foire artisanale avait été organisée sur la plage, attirant non seulement les habitants, mais aussi des touristes des villes voisines. La journée avait commencé ensoleillée et calme, sans aucun signe de mauvais temps. Anne, qui vendait de petites sculptures faites avec des matériaux récupérés de la mer, emmena Marin avec elle. Le chien était devenu une sorte de mascotte pour elle, l'accompagnant chaque fois que possible. Au milieu de l'après-midi, alors que la foire battait son plein, Marin commença à présenter le comportement que le docteur Paul avait documenté. Il aboyait avec insistance, courant de droite à gauche, clairement agité. Anne se souvint immédiatement des observations du vétérinaire. Elle regarda la mer. La surface était tranquille, sans signe visible de changement. Mais elle faisait confiance à l'instinct de Marin. « Il faut qu'on parte d'ici », annonça-t-elle, commençant à ramasser ses produits. « Il va y avoir une vague de tempête ou une tempête. » Certains vendeurs autour d'elle rirent, pointant le ciel clair. « Tu es folle, Anne. Il n'y a pas un seul nuage. »« Faites-moi confiance, » insista-t-elle. « Marin ne se trompe jamais là-dessus. » La plupart ignorèrent son avertissement, mais quelques personnes, principalement les pêcheurs plus âgés qui respectaient les signes de la nature, commencèrent à ramasser leurs affaires. Anne, déterminée, continua d'alerter tout le monde, citant les observations du docteur Paul et les comportements antérieurs de Marin qui avaient prédit des changements climatiques avec précision. Finalement, alors que certains commençaient à céder, le ciel restait dégagé, mais le chien était de plus en plus agité. C'est Mère Conception qui remarqua la première, un changement subtil dans la couleur de l'eau près de la côte. « La mer se retire », murmura la vieille dame, son regard expérimenté reconnaissant les signes. L'eau recule. Anne savait ce que cela signifiait. Une vague de tempête se formait et quand l'eau reviendrait, elle reviendrait avec une force dévastatrice. « Sortez tous de la plage! Maintenant !» cria-t-elle, sa voix chargée d'urgence. Cette fois, les gens écoutèrent. L'évacuation commença précipitamment, les vendeurs abandonnant leurs marchandises tandis qu'ils aidaient les personnes âgées et les enfants à monter sur un terrain plus élevé. Moins de 20 minutes plus tard, le phénomène se manifesta dans toute sa force. Une série de vagues anormalement hautes frappa la plage, emportant les stands abandonnés et tout ce qui avait été laissé derrière. Si les gens étaient encore là, il y aurait certainement eu des victimes. La nouvelle du miracle se répandit rapidement dans la ville et les régions voisines. Le chien aveugle qui avait prédit la vague de tempête sauvant des dizaines de vies devint instantanément un héros local. Des journalistes des médias régionaux se présentèrent pour couvrir l'histoire, interrogeant Anne et le docteur Paul sur les capacités spéciales de Marin. Caroline de Vasconcelles regardait tout de loin, son visage un masque impénétrable, tandis que les reportages se multipliaient.
Sa bataille juridique pour la possession du chien s'était transformée en un cauchemar de relations publiques. Elle se battait maintenant pour arracher un héros des mains d'une pêcheuse aimée par la communauté. Pour aggraver sa situation, un journaliste d'investigation avait commencé à remettre en question le diagnostic falsifié de Marin, faisant des liens inconfortables avec le vétérinaire qui avait signé le rapport. Un professionnel qui, coïncidence, prestait des services pour diverses entreprises du groupe Vasconcelles. Avec sa popularité en chute libre et ses affaires menacées, Caroline réalisa qu'elle devait changer de stratégie. Après une nuit de réflexion, elle prit une décision surprenante. Le lendemain matin, elle apparut seule dans la modeste maison d'Anne. Sans assistant, sans avocat, juste une femme élégante debout hésitante devant la porte en bois usée par le sel marin. Anne la reçut avec surprise et méfiance, gardant Marin protégé derrière elle. « Que voulez-vous, Madame de Vasconcelles? Vos avocats n'ont pas obtenu ce que vous souhaitiez ?» Caroline respira profondément. « Je suis venue proposer quelque chose de différent, » dit-elle, son ton dépourvu de l'arrogance habituelle. « Je ne veux plus me battre pour la possession de Marin. Je veux vous proposer un partenariat. » La pêcheuse haussa un sourcil, sceptique. « Un partenariat? Quel genre de partenariat une femme comme vous pourrait-elle vouloir avec quelqu'un comme moi? Un qui profite à tout le monde, » répondit Caroline, étonnamment sincère. « Je veux transformer une partie de ma propriété en un centre de sauvetage et de dressage pour chiens ayant des besoins spéciaux, axés principalement sur la détection des catastrophes naturelles. Marin serait le premier, mais pas le seul. » Anne resta momentanément sans voix, essayant de traiter la proposition inattendue. « Pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi ce changement soudain d'attitude ?» Caroline hésita, ses yeux se détournant brièvement vers le petit chien qui, bien qu'il ne puisse pas la voir, gardait les oreilles attentives dans sa direction. « Parce que vous aviez raison, » admit-elle finalement. « Je l'ai jeté du pont. Je croyais, sur la base du diagnostic que j'ai reçu, qu'il était malade, qu'il souffrait et qu'il pouvait représenter un risque pour les personnes autour de lui. » La confession resta suspendue dans l'air entre elles comme une créature vivante. Caroline continua. « Ce n'est qu'après que j'ai découvert que le vétérinaire qui a fait le diagnostic travaillait pour un de mes associés immobiliers. Il voulait que je me débarrasse du chien, parce qu'il connaissait sa capacité spéciale. Il craignait que Marin ne puisse prévoir et avertir des changements environnementaux que notre complexe allait causer dans la région. » Anne traita l'information lentement, son scepticisme toujours évident. « Pourquoi devrais-je vous croire? Maintenant, je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez ou que vous me fassiez confiance immédiatement, » répondit Caroline. « Mais je vous offre des actions concrètes. Le centre de dressage serait géré par vous, en toute autonomie. Je fournirais le terrain et les ressources, mais vous décideriez comment ils seraient utilisés. » La proposition était tentante, mais Anne se sentait partagée. Accepter signifierait collaborer avec la personne qui avait causé tant de souffrance à Marin, quelqu'un dont les projets immobiliers menaçaient encore le mode de vie traditionnel de la communauté de pêcheurs. « Il faut que je réfléchisse, » dit-elle finalement, « et que je consulte certaines personnes. » Ce soir-là, elle se réunit avec Mère Conception et d'autres femmes âgées de la communauté. Elle leur raconta la proposition de Caroline et leur demanda conseil. Les opinions étaient partagées, mais c'est Mère Conception, avec sa sagesse acquise en plus de 9 décennies de vie au bord de la mer, qui prononça les mots qui resteraient gravés dans la mémoire d'Anne. Parfois, la mer rend ce que nous y jetons, transformé. Ce qui était déchet devient trésor, ce qui était mépris devient respect. Peut-être que la mer a transformé non seulement le destin de Marin, mais aussi le cœur de cette femme. Après des jours de réflexion, Anne décida d'accepter la proposition de Caroline, mais avec des conditions strictes et claires. La principale d'entre elles, les zones de pêche traditionnelles seraient définitivement préservées, sans interférence d'aucun projet immobilier. Étonnamment, Caroline accepta toutes les conditions. Le projet du complexe de luxe fut remanié, réduisant considérablement sa taille et son impact environnemental. À sa place naquit le centre de dressage gardien de la mer. Dans les mois qui suivirent, le centre devint une réalité. Des chiens sauvés de refuge,
en particulier ceux ayant des handicaps comme la cécité ou la surdité, étaient dressés pour détecter les changements climatiques, aider les personnes âgées ou simplement offrir une compagnie thérapeutique. Le programme intégrait des éléments des traditions locales, comme des rituels de bénédiction pour les animaux administrés par Mère Conception et des techniques artisanales de navigation enseignées par les pêcheurs les plus expérimentés. Anne et Caroline travaillaient ensemble quotidiennement, leur relation évoluant lentement de la méfiance au respect mutuel. C'étaient des femmes différentes à presque tous les égards, mais elles partageaient une dévotion égale au projet qu'elles avaient créé. C'est lors de l'organisation des documents pour l'inauguration officielle du centre qu'Anne fit une découverte qui allait tout changer. Parmi les papiers d'enregistrement des chiens sauvés, elle trouva une vieille photographie. Dessus, un jeune homme portant un uniforme de marin souriait à l'objectif, son bras entourant une femme enceinte. Anne reconnut immédiatement l'homme. C'était son père qui avait abandonné sa mère avant même sa naissance. La photo portait une date et une inscription au verso. Carlos et Elena attendant Caroline. Les mains tremblantes, Anne confronta Caroline avec la photographie. « Cet homme, le connaissez-vous » Caroline prit la photo, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « C'est mon père. Il est décédé il y a 5 ans. »« C'est aussi mon père, » révéla Anne, sa voix presque un murmure. « Il a abandonné ma mère quand elle était enceinte de moi. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotions, conflictuelles. La révélation qu'elles étaient demi-sœurs, filles du même homme qui avait abandonné les deux familles, bouleversa profondément les deux femmes. « Il nous a abandonnés aussi, quand j'avais 7 ans, » confessa Caroline après un long moment. « Ma mère a toujours dit qu'il avait l'appel de la mer. Il n'arrivait jamais à rester au même endroit trop longtemps. » Anne acquiesça, des larmes non versées brillant dans ses yeux. Ma mère disait quelque chose de similaire, qu'il appartenait à l'océan plus qu'à quiconque. À ce moment-là, quelque chose changea entre elles. Ce n'était pas un pardon ou une réconciliation immédiate. Les blessures étaient trop profondes pour cela. Mais il y avait une compréhension nouvelle, une connexion inattendue qu'aucune d'elles n'aurait pu prévoir. Dans les mois qui suivirent, Anne et Caroline travaillèrent côte à côte, construisant non seulement le centre gardien de la mer, mais aussi une relation compliquée de sororité. C'étaient des femmes avec des histoires, des personnalités et des visions du monde radicalement différentes, unies par un père absent et par un petit chien aveugle qui, ironiquement, les avait aidées à voir au-delà de leurs différences. Marin, désormais officiellement le premier chien sentinelle du centre, était devenu un symbole pour toute la ville. Sa capacité à prévoir les changements climatiques avait été documentée scientifiquement par le docteur Paul, attirant l'attention de chercheurs et d'autorités de protection civile. Le petit chien aveugle avait inspiré un programme qui dressait maintenant des dizaines d'autres animaux sauvés, dont beaucoup seraient envoyés dans des communautés côtières vulnérables de tout le pays. Les traditions maritimes de baies, des coquillages, au lieu d'être oubliées par le développement touristique, furent intégrées et célébrées dans les activités du centre. Les touristes venaient désormais non seulement pour les belles plages, mais aussi pour rencontrer les chiens sentinelles et découvrir les traditions locales de connexion avec la mer. 8 mois après l'incident sur le pont, la fête de la mer fut célébrée avec une signification spéciale. Au même endroit où Caroline avait jeté Marin dans les eaux, fut inaugurée une statue en bronze. Un petit chien avec les yeux tournés vers l'océan, comme s'il pouvait voir au-delà de l'horizon visible. La plaque sous la statue disait simplement « À Marin, qui nous a appris que la mer rend toujours, de manière mystérieuse, ce que nous y déposons. » Pendant la cérémonie d'inauguration, qui attira l'attention nationale, Anne et Caroline restèrent côte à côte. Elles n'étaient pas des amies intimes. Peut-être ne le deviendraient-elles jamais. Mais elles avaient trouvé un but commun, et plus important encore, une connexion familiale qu'aucune d'elles n'avait jamais espéré découvrir. Mère Conception, observant les deux femmes si différentes unies par des circonstances extraordinaires, sourit avec la sagesse des personnes, très âgées. La mère, dans son infinie patience, avait transformé un acte de cruauté en un voyage de rédemption. Elle avait transformé 2 étrangères en sœurs. Elle avait transformé une petite communauté de pêcheurs en un centre d'innovation et,
de préservation. La mer rend toujours, murmura la vieille dame pour elle-même, tandis que les vagues se brisaient doucement contre la côte. De manière mystérieuse, la mer rend toujours.